Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 mai. Pour commencer le journal du jour, nous allons parler de Kylian Mbappé qui a reçu le prix de joueur de l'année du Real Madrid. Évidemment, un prix qui amène bien des débats, comme toujours dans ce genre de récompense, et comme toujours lorsqu'on a un sujet qui est lié de près ou de loin à l'international français. On parlera également de la valse des coachs du côté de l'AS Monaco. Sitôt on annonce un partant, sitôt on annonce un arrivant, et pas n'importe lequel, vous allez le voir. On parlera, et c'est le troisième sujet du journal, pas le premier, c'est vous dire, de la finale de la Conference League qui a été remportée par Crystal Palace. On évoquera la sanction du FC Nantes qui est enfin tombée, et enfin Maestro Kimpembe qui sera le joueur désigné par le Paris Saint-Germain comme ambassadeur pour la finale de la Champions League. Ce sera l'occasion de se dire, mais au fait il devient quoi, parce qu'il a que 30 ans. Bref, des sujets variés qui vous plairont, je l'espère. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Parler de Kylian Mbappé, c'est comme parler politique, tu finis toujours avec des gens qui gueulent, qui essaient de parler plus fort que leurs voisins et qui semblent absolument irréconciliables, le dialogue est juste impossible. C'est un peu comme balancer, hein. Et au fait, vous pensez quoi de Mélenchon à un dîner de famille avec ton tonton qui vote Rassemblement National? Mais aujourd'hui, on va essayer d'apaiser un petit peu tout ça et on va lancer un débat extrêmement épineux. Est-ce que Kylian Mbappé mérite son titre de l'année pour le Real Madrid, joueur de l'année du côté du Real? Il y a évidemment contestation, ma réaction à chaud était qu'il le méritait, mais on va creuser un peu pour voir si à froid, ça s'avère juste. Alors déjà, les stats de Mbappé, elles sont absolument affolantes, vous le savez. Pichichi de la saison de Liga, 42 buts, 6 assists en 44 matchs, c'est monstrueux. De manière générale, il est monstrueux sur toutes les stats offensives, même si, attention, il n'est pas si propre que ça dans la finition, dans le cadrage des tirs, c'est surtout le volume d'occasion qui crée les buts. Il défend pas, il ne court pas, c'est littéralement le pire joueur d'Europe à son poste sur les actions défensives, mais finalement ça résume un peu tout Kylian Mbappé. Il est génial, il est monstrueux, il est inhumain dans certains domaines et dans d'autres c'est simplement un joueur claqué au sol, et il y a toujours les débats de est-ce que Kylian Mbappé rend son équipe meilleure ou pas. Bon, de mon côté, je veux bien entendre qu'on ait des débats et des considérations tactiques, mais au moment de se demander est-ce qu'il fait une bonne saison, faut quand même pas déconner. On va me décrire Esteban Le Pol comme un joueur où c'est un scandale qu'il soit pas international français parce qu'il claque 20 buts, et Kylian Mbappé quand claque 150, on va me dire ouais mais ça te compte pas, il fait quand même une mauvaise saison. Non, Kylian Mbappé fait une très grande saison. Reste qu'il y a d'autres joueurs du Real Madrid qui ont été bons malgré le fait qu'on a beaucoup de Madrilènes décevants. J'ai envie de parler de Thibaut Courtois par exemple. Le portier belge est un rock et d'une grande régularité. On n'en parle jamais, mais finalement quand le Real Madrid déçoit, c'est généralement lui qui ne déçoit pas. Reste que pour le titre de joueur de l'année, il est gardien de but. On sait que c'est cruel, que c'est pas juste, qu'il faut dénoncer ça, mais que mécaniquement ça le met un peu en retrait. Et personnellement, je sais pas ce que vous penserez de cet avis, mais je trouve pas que ce soit la plus grande saison de Thibaut Courtois au Real Madrid. En même temps, cette base de comparaison est très dure parce que toutes les saisons de Courtois sont exceptionnelles, mais c'est peut-être pas l'année où j'aurais donné, même si j'entends qu'on le mette dans les débats. Le deuxième challenger, c'est évidemment Arda Güler, et Arda Güler, je pense qu'on peut dire qu'elle est désormais extrêmement lointaine, où le jeune Turc était vu simplement comme un grand espoir du football mondial. Aujourd'hui, c'est plus un espoir, pas parce qu'il a déçu, mais au contraire, parce qu'il est désormais confirmé. En fait, quelqu'un qui te dit qu'Arda Güler c'est un grand espoir, j'ai envie de lui dire, allume ta télévision, ça fait désormais de très nombreux mois qu'il a confirmé tous ses espoirs. C'est le créatif du Real Madrid, lui aussi il a des stats offensives absolument géniales, et franchement, j'entends le débat avec Kylian Mbappé, mais mon avis à chaud reste mon avis à froid. J'aurais plutôt donné la récompense à l'international français. Le problème avec Mbappé, c'est pas ses performances individuelles, on le sait, c'est pas du tout la question, même chez ses détracteurs, ou tout du moins ceux qui sont de bonne foi, parce qu'il y a les détracteurs de Mbappé qui le détestent profondément, et il y a les détracteurs de Mbappé qui reconnaissent ses performances individuelles, mais qui disent que ça suffit pas pour faire gagner une équipe dans un sport collectif.
Philippe Luis, coach de l'AS Monaco, est-ce que vous l'avez vu venir? Moi, je dois vous avouer qu'absolument pas du tout. Il y a seulement quelques années, c'était le latéral qui faisait les beaux jours de l'Atlético Madrid. Il s'est depuis reconverti comme entraîneur et on l'annonce du côté de Monaco avec insistance. C'est Fabrizio Romano qui en parle et c'est surprenant parce que finalement, c'est un coach qui était très courtisé, mais qui, avec une expérience du côté de Flamengo, l'AS Monaco, c'était pas forcément la destination de prédilection après ce parcours. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est le timing de la sortie des infos, parce que c'est sorti juste après le fait qu'on nous dise que Pocognoli, du côté de Monaco, c'était plus ou moins finito. On a l'impression qu'il fallait sortir la première info avant de sortir la deuxième. Faut dire que Pocognoli n'est pas parvenu au résultat escompté cette saison. L'AS Monaco ne termine pas européen. Ils sont à une 7ème place, loin du top 6, en plus, à 5 points, mine de rien. Mais en fait, c'est une très curieuse saison de Monaco qui ont une remontée folle de la 19e à la 27e journée. Tout le monde les imaginait décrocher la Champions League. On a en plus ce scénario où Monaco a des phases. Donc on se disait c'est une bonne phase et ils sont écroulés en toute fin. Moi je resterai toujours sur une énorme frustration avec Pocognoli. Ce que j'avais dit quand il avait signé à Monaco, c'est que c'était un bon coach, je le pense tout le temps. C'était qu'on n'allait pas s'ennuyer avec lui parce que c'est un coach qui essayait des choses. J'ai été un petit peu déçu là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de Pocognoli, il faut voir ce qu'il fera sur le reste de sa carrière. Mais le contexte monégasque, il est particulier et ça a été une déception, ça c'est incontestable. Crystal Palace remporte la Coupe d'Europe, alors non pas la Champions League, la petite, non pas non plus l'Europa League, je parle évidemment de la Conference League dont absolument tout le monde se fout, mais attendez, quittez pas la vidéo, il y a un Français qui est le héros du match, je parle bien évidemment de Mateta, ça fait donc 1-0 pour Crystal Palace, voici les compositions qui étaient alignées, c'est donc notre Jean-Philippe National qui libère Palace, son but a d'ailleurs lancé un gros temps fort, mais c'est resté l'unique buteur, côté équipe anglaise, je retiens Riyad en plus de Mateta, plus excentré que Canvo sur l'autre côté, mais super efficace. Je retiens également Wharton au milieu de terrain, qui a fait beaucoup de passes pénétrantes au cours de la rencontre et qui a été un facteur créativité. J'attendais aussi particulièrement le match de Maxence Lacroix en charnière centrale, qui est une autre valeur montante des joueurs français qui évoluent en Première Ligue. Là-dessus, c'était assez scolaire, rien à signaler. Du côté du Rayo Vallecano, ça a été assez frustrant de voir cette rencontre parce que finalement, s'il y a eu un gros temps fort pour Palace après le but de Mateta, toute la première mi-temps a été en la faveur du Rayo Vallecano, mais ça n'a pas donné beaucoup de tirs cadrés, ça n'a pas donné des occasions qui se sont transformées. Il y a Aemao qui a même gâché un truc assez monumental. Et finalement, ça a quand même été un match où il y avait du spectacle, ça a quand même été un match où t'aurais pu avoir pas mal de buts, notamment Crystal Palace va avoir des poteaux en tête pas mal de temps, mais bon, peu importe, ça n'a pas empêché la victoire. C'est une récompense pour Crystal Palace qui est un premier titre européen majeur, si je dis pas de conneries. En tout cas, félicitations à eux, c'est amplement mérité. La sanction pour le FC Nantes est tombée, pour rappel c'est suite à l'envahissement de terrain qu'il y a eu en Ligue 1 et honnêtement je suis plutôt soulagé. Il y a un match à huis clos, il faut ajouter à ça 2 matchs de fermeture de la Tribune Loire. C'est pas simple de commencer la Ligue 2 sans tes supporters, mais ce que tu craignais, c'était un retrait de points. Et déjà que la perspective de remonter immédiatement en Ligue 1, c'est pas un truc acquis d'avance, très très loin de là, il va falloir lutter, ça va être très difficile, mais si t'avais en plus commencé la saison avec des points en retard, ça aurait été juste catastrophique. Et moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner en termes de dynamique de public pour le FC Nantes en Ligue 2. On sait que les Nantais sont présents pour leur équipe. Il y a régulièrement du monde au stade. La Beaujoire est un assez gros stade pour une équipe de cette taille, mais il n'a pas un taux de remplissage ridicule. Et puis surtout, la Brigade Loire, elle a beau critiquer la direction Kita, à juste titre si vous voulez mon avis, mais ça n'engage que moi, elle a quand même toujours considéré que le club était au-dessus de sa direction actuelle et donc ses supporters étaient malgré tout là pour encourager le club. Désormais, tu es en Ligue 2, le grand espoir de pas mal de gens, c'est une table rase, c'est une vente du club, c'est espérer que les Kita s'en aillent pour avoir un nouveau projet qui fait sens, qui va être mis en place, mais on va être honnête, les repreneurs en Ligue 1, ils sont rares, les exigences des Kita, elles sont grandes, et le contexte économique avec les droits TV qui sont catastrophiques fait que c'est à mon avis qu'un simple rêve qui ne se réalisera pas. Donc je suis très curieux de voir comment on va tourner cette saison nantaise. Mais en tout cas, côté sanctions, je le redis, ça fait mal, mais ça aurait pu être largement pire.
Ce sera donc Kimpembe, l'ambassadeur qui représentera le Paris Saint-Germain en finale de Champions League. Le Parisien nous en informe, je vous rassure, son but ne sera pas d'être sur le terrain, mais simplement d'apporter le trophée. Il fait suite à Javier Pastore, qui avait été choisi par le PSG pour sa finale l'année dernière, en espérant que ce nouveau choix leur porte autant chance. Alors concrètement, le fait de choisir Kimpembe, c'est quand même un signal fort. Kimpembe, c'est pas qu'un ancien défenseur central du Paris Saint-Germain, c'est un véritable symbole pour la formation. C'est un titi du club, il y a toujours eu ce côté attachement assez particulier avec lui, ce qui fait que même quand il était blessé, que tu savais qu'il n'allait pas revenir sur les terrains, eh bien le PSG l'a prolongé. Alors Kimpembe, ça fait plaisir de le voir encore reconnu au club, mais on en parle comme une vieille gloire, faut pas oublier qu'il a seulement 30 ans. Il est encore en activité, il joue du côté du Qatar, et si je dois vous avouer que je me suis pas maté des matchs du championnat du Qatar, faut pas déconner, déjà que je me tape la Saudi Pro League, j'ai pas envie de me faire mal à ce point, bah vu de loin, ça semble pas sensationnel, et je pense qu'on peut être heureux pour Kimpembe qui soit au Qatar à prendre un gros chèque loin des caméras francophones, plutôt qu'en Ligue 1 en train de se faire casser les reins par des jeunes attaquants de 18 ans qui courent à peu près 40 fois plus vite que lui. Ça va faire plaisir en tout cas de le voir avoir ce rôle d'ambassadeur, ce petit rôle de prestige pour le Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir de voir que le PSG n'oublie pas le Titi qui a été extrêmement symbolique pour pas mal de jeunes du centre de formation qui aujourd'hui font leur début en professionnel. On espère que le dénouement sera à la hauteur du beau geste. Terminé pour le journal du jour cet après-midi. Je vous avais teasé hier que j'allais faire 2 vidéos sur la finale de Champions League. Je vais changer mon fusil d'épaule étant donné qu'on a la grosse news Gordon du côté du FC Barcelone. Alors est-ce que c'est un cauchemar en cuisine qui s'annonce ou est-ce qu'on va avoir le meilleur allié de Batman du côté du Barça? En tout cas c'est un transfert que je juge intéressant parce qu'il y a beaucoup de réactions, il y a des gens qui ont l'impression qu'il sort de nulle part ce transfert. Bon, si vous suivez le journal TMF, vous savez qu'on a déjà parlé du fait que Gordon risquait de bouger, qui était très courtisé. Il y a des gens qui sont très étonnés du prix également. Alors on rediscutera du prix effectivement, mais là aussi si vous suivez le journal, vous savez que pas mal de clubs étaient dessus, donc ça peut faire jouer la concurrence. On parle d'un international anglais qui part de Newcastle, donc forcément ça a un prix. Bref, énormément de choses intéressantes à dire sur ce recrutement, il y a du très bon, il y a des choses qui laissent plus dubitatif. Bref, il y a de quoi développer, donc je me devais de faire cette vidéo, tant pis pour la finale de Champions League, on n'en parlera que demain. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée, salut.